Batimat, le salon professionnel de la construction, du 4 au 8 novembre 2019, en direct du parc des expositions à Paris-Nord Villepinte et en partenariat avec Bail Béton et Wastebox. Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de Bati Radio en direct du grand salon Batimat. Et pour débuter cette nouvelle journée, nous allons évoquer dans le cadre d'une table ronde Bail Béton le sujet de la ville de demain avec nos invités experts du jour, dont François Pellegrin. Bonjour François. Bonjour. Vous allez bien? Très très bien. Vous êtes architecte urbaniste et président d'honneur de l'UNSFA. Vous allez nous parler surtout de la réhabilitation de la tour Montparnasse et de ce qui concerne toute la valorisation patrimoniale. On va rentrer dans les détails avec vous dans quelques instants. Didier Mignery vous accompagne également. Bonjour Didier. Bonjour. Vous êtes architecte et CEO de l'entreprise UpFactor. Vous nous parlerez de la surélévation, de la façon dont on peut reconstruire la ville de demain en utilisant justement cette méthode qui a des avantages. D'ailleurs, on va évoquer ça avec vous. Alors juste avant, François Pellegrin, vous avez été président de l'UNSFA. Rappelez-nous pendant combien de temps ? 4 ans, c'est 2 mandats de 2 ans maximum. Donc, oui. Voilà. Mais je reste toujours très présent. Et j'étais, avant même d'être président, assez présent. Et je m'occupais justement de la politique technique et de la prospective. Donc j'ai toujours été attentif à tout ce qui était filière innovante dans les méthodes de construction, dans les matériaux et aussi dans le BIM, dans la maquette numérique. Rappelez-nous le rôle de l'UNSFA. Union nationale des syndicats français d'architectes. Donc c'est un syndicat professionnel qui est le plus important. Il y en a un autre, mais en termes de nombre et d'effectifs. Et donc alors, un syndicat, ça défend les intérêts matériels et moraux de ses membres. Mais en fait, ça va bien au-delà. On défend l'architecture. Pour défendre les architectes, il faut d'abord défendre l'architecture. Oui. Voilà. Et notamment sur notre sujet, la requalification de la ville, ou qu'est-ce qu'on fait de ces villes, de ces bourgs anciens qui se meurent, parce qu'on a fait plein de bêtises programmatiques en faisant venir des centres commerciaux parce que les maires étaient tout à fait excités à l'idée d'engranger de la taxe professionnelle de façon massive, ne voyant pas qu'en même temps les commerces du centre allaient partir, que les habitants allaient fuir, et voilà, on a ça sur les bras. Donc il y a un vrai sujet, celui de comment on fait revivre ces bourgs, ces villes, et on sait tous qu'on ne construit qu'1% chaque année. Donc le gros du sujet, c'est les 99% du parc existant. Oui. Qu'est-ce qu'on en fait ? Bien sûr, et tout ça fait partie de la ville de demain, effectivement. Didier Mignery, qu'est-ce que vous faites chez UpFactor ? Alors UpFactor, c'est une entreprise qui a décidé d'automatiser et d'industrialiser en fait les études afin d'adresser le marché de la surélévation du bâtiment. En fait, un peu comme François vient de l'évoquer, l'idée c'est de travailler vraiment sur le bâti existant et de voir comment on peut essayer de le rénover, de le réhabiliter et de l'augmenter pour essayer de l'adapter à de nouveaux usages. Et donc nous, on a décidé de développer une nouvelle stratégie via un outil informatique de façon à aller automatiser les études préalables pour détecter les potentiels de surélévation des bâtiments. Voilà. Justement, parlons de surélévation. Alors, est-ce que c'est un vrai avantage pour la ville de demain ? Alors, c'est une des possibilités de faire. C'est une possibilité de faire intéressante parce qu'elle part d'un constat de l'existant. Oui. Elle part des usages. Et elle essaye de trouver un moyen, en tous les cas la surélévation est un outil pour adapter justement cette ville à ces nouveaux usages et ces nouvelles pratiques qui vont se développer au cours du XXIe siècle. Tous les bâtiments peuvent être surélevés ? Alors, de manière générale, on va dire que la grande majorité des bâtiments ont la capacité d'être surélevés. Nous, on s'intéresse via notre outil informatique notamment à l'application des règles d'urbanisme. Oui. C'est-à-dire qu'on cherche dans les villes, partout où il y a des restes à construire non exploités. Alors, bien sûr, il y a les fameuses dents creuses que l'on voit partout, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est plus les immeubles qu'on ne voit pas, où on ne voit pas les potentiels. C'est-à-dire l'immeuble qui est déjà à 4 étages, mais où on peut rajouter un 5e. Pardon, parce qu'en fait, la loi a changé, notamment la loi Allure avait modifié un certain nombre de choses. Il y a eu une suppression, on va dire, du coefficient du sol en 2014. Tout un tas d'évolutions réglementaires qui ont permis de libérer des espaces de constructibilité, notamment en toiture. Et ça, c'est vraiment l'enjeu d'UpFactor, c'est par cet outil informatique et par l'industrialisation, on va dire, et l'intégration de compétences à la fois architecturales, techniques, d'ingénierie, mais aussi de montage d'opérations. On aide à la fois, bien sûr, les bailleurs sociaux à trouver des nouvelles opportunités sur leur propre patrimoine et lier ça à la rénovation énergétique. On aide aussi, bien sûr, les copropriétés, et c'est un peu là l'enjeu. Donc, François en parlera avec son exemple de Super Montparnasse, mais oui. C'est l'idée de dire comment
on va aider les copropriétés à s'autofinancer et à autofinancer leur rénovation énergétique par le développement d'un projet potentiel sur leur toit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une formidable manne, en tous les cas pour eux, et on est très heureux de s'intéresser à ce sujet. François, vous, pour la surélévation, vous êtes pour ? Oui, de toute façon, ce qu'il faut, c'est loger les gens, réhabiliter les bâtiments. Donc c'est un levier financier pour amener de l'argent, je dirais, pour faire cette rénovation ambitieuse. C'est du foncier qui n'est pas consommé. Enfin voilà, donc il y a plein d'avantages. D'ailleurs, Paris et toutes les villes ont déjà été surélevées dans l'histoire. L'agence parisienne d'urbanisme, si on parle que de Paris, ils ont étudié un peu la masse urbaine de la ville et détecté quand même que 10% des immeubles seraient surélevables. Alors, c'est pas 50%, mais 10% c'est très important. Voilà. Donc oui, c'est un sujet très intéressant, notamment pour les copropriétés. J'y suis confronté également. Les prises de décision sont lourdes. Le modèle économique est pas bien trouvé. Peut-être que Factor a trouvé la solution. L'avenir nous le dira. Mais ça mérite d'être regardé de très près. Alors, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte, justement, Didier, quand on démarre un chantier de surélévation ? Alors, tout l'enjeu, nous, en fait, ce sujet-là, on l'a abordé au départ. Moi, je suis architecte de formation. J'ai eu une agence pour un peu plus de 15 ans. On a été confronté à des véritables problématiques, comme vient de l'évoquer François, c'est-à-dire que en fait, les décisions en copropriété sont tellement longues, il faut faire toutes les études en amont, les copropriétaires ne sont pas forcément capables de porter les études et de les payer, donc c'est un travail. C'est un vrai travail à risque. Surtout que c'est des travaux qui durent un petit moment. Alors, quand même. Même les études en amont durent un peu de temps, les prises de décision sont complexes. Voilà, Est-ce qu'on a vraiment envie de s'embarrasser avec tout ça ? Exactement. Et donc l'enjeu de Factor, ça a été de dire, il faut trouver un moyen pour accélérer ça. Et le moyen qu'on a développé, c'est de dire qu'il y avait tout un tas de choses qui étaient réplicables, et notamment le process de portage des études. C'est-à-dire que chez UpFactor, on a trouvé un nouveau modèle économique à ces projets de surélévation en se positionnant, on va dire, en tiers de confiance, en étant capable de financer en amont les études pour les copropriétés, en prenant un risque, mais du coup en étant rémunéré aussi sur le gain futur, donc sur un pourcentage de la valeur du bien qui a été créé en surélévation. Et c'est tout l'enjeu de notre démarche, et ce qui a, je pense, fait accélérer et fait qu'aujourd'hui on a un peu plus de 12 projets de surélévation en copropriété. Je ne vous cache pas, c'est assez exceptionnel, on n'a que 2 ans d'existence, donc c'est assez exceptionnel dans ce cadre-là, et où surtout on arrive à susciter l'adhésion des gens avec une extrême rapidité. Et ça, c'est vraiment... Alors, comme le dit François, l'avenir nous le dira, j'espère qu'on va aller au bout. En tous les cas, on en est convaincu chez UpFactor et on met tout en œuvre pour qu'on y arrive. Après, l'idée, c'est pas d'avoir une ville qu'avec des gratte-ciel, on est d'accord. Mais ça, c'est un point très important. C'est-à-dire que nous, on ne fait qu'appliquer les règles d'urbanisme. C'est-à-dire chez UpFactor, grâce à notre outil informatique, on applique les PLU. Et le PLU, aujourd'hui à Paris, il a identifié des zones où on pouvait faire des immeubles de grande hauteur, mais la plupart du temps, on est sur des gabarits qui sont des immeubles parisiens. C'est-à-dire évidemment, on ne peut pas aller au-delà de certains étages, on est d'accord. Oui, c'est très encadré. Et ça, c'est intéressant parce qu'on peut créer, et nous, on a identifié les 10% dont parle François, c'est 3 millions de mètres carrés. 3 millions de mètres carrés dans Paris intramuros. Et ça, c'est juste en application des règles existantes. C'est-à-dire qu'on ne veut pas faire des tours à des endroits où il n'y a que des immeubles R+5. Non, c'est juste rajouter un étage, mais sur 10% des bâtiments parisiens. Alors, on va parler avec vous, François, d'une tour qui est déjà surélevée naturellement, qui est la tour Montparnasse. Alors, pourquoi il fallait la réhabiliter d'abord ? Alors, d'abord, l'histoire de cette tour est assez amusante parce qu'on est donc pas très loin de la tour Montparnasse. On est à 300 mètres. Et vous regardez vos alentours, il y a aucun immeuble haut. C'est vrai. Bon, mais c'est ce qui fait son charme. Oui, mais c'est trouvé que dans les années 50, CPCU, la compagnie parisienne de chauffage urbain, avait à desservir un quartier, il fallait implanter une centrale de chauffe qui est au pied de la tour. Et qui dit centrale de chauffe dit une cheminée de 100 mètres de haut. Voilà. Et quelqu'un a eu la bonne idée de dire cette cheminée qui risque d'être moche, il faut qu'on la fasse disparaître. Et ben, on a fait un immeuble autour qui intègre la cheminée, qui a été joliment dessiné par Bernard Zerfus. Mais Bernard Zerfus, il a cet illustre architecte suisse, il l'a dessiné avec la pensée des années 68, par là, 60. Donc,
Pas de préoccupation d'efficacité énergétique. Le confort d'été, le confort d'hiver, c'était pas vraiment des sujets. C'est vrai. Et donc, les gens... il a mis un bar au-dessus, au dernier étage. C'est une très bonne idée. Alors, il n'a pas mis un bar au-dessus, il a mis une piscine avec un solarium. C'est incroyable. Mais qui existe encore, non? Qui existe et qui d'ailleurs entraîne des charges importantes. Mais je ne savais même pas qu'il y avait une piscine. C'est très fréquent dans les IGH, dans les immeubles de grande hauteur, parce que c'était une réserve d'eau en cas d'incendie. Oui, c'est vrai. Il y a des hôtels maintenant où ils font. Voilà. Les hôtels, c'est vraiment pour la clientèle. Ouais. Mais donc, il y a cette particularité. Mais c'est un très bel immeuble, très bien dessiné, mais très déperditif. Ça, c'était le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que il est revêtu de pâte de verre. Oui. Et qu'on le veuille ou non, au bout de 30, 40, 50 ans, la pâte de verre, elle tombe. Et vous avez beau la rafistoler, elle retombera après. Pourquoi? Parce qu'elle est soumise à des chocs thermiques. Donc, il faut tout refaire? Eh bien, là, ça a été le moteur de l'action, si vous voulez. Moi, j'adore les immeubles qui affichent leur léprosité, si je puis dire, enfin leur pathologie de façon visible. Parce que là, les habitants... Donc la tour Montparnasse est malade? La tour Super Montparnasse était malade. La tour Montparnasse, c'est un autre sujet. Oui. Bon. Mais la tour Super Montparnasse était visiblement malade parce qu'il y avait même au pied de cette tour, sur la jonction de la ville de Paris, un échafaudage en éventail pour éviter que la pâte de verre tombe sur les passants. Oui. Celui qui voulait vendre son bien, qui faisait venir son acquéreur, l'acquéreur dit: ah ben je vois, il y a un chantier qui démarre, vous allez faire la rénovation. Non monsieur, c'est notre façade qui tombe. Vous vous doutez bien que ça... Bon. Donc on a on a été consulté, il y a eu une consultation entre plusieurs cabinets, par chance on a été retenu. J'ai fait cette réhabilitation avec le cabinet Philippe Lair, Lair et Rouanet, et on a eu quand même à convaincre parce que les archers des bâtiments de France disaient pâte de verre avant, pâte de verre maintenant. Bon, on a expliqué que c'était de la folie, qu'il y avait certes des procédés pour mettre de la pâte de verre qui tiendrait avec un vide d'air, etc., mais qu'on allait rajouter des tonnes sur l'immeuble. Bon, on a d'ailleurs beaucoup utilisé cette maquette numérique puisqu'on a super. simulé. Si vous pouvez juste surélever votre... Voilà, parce que là, la maquette BIM, elle est magnifique, on voit tout. On voit la piscine, on voit tout ça. Et donc, ça nous a servi avec l'architecte des bâtiments de France pour comprendre ce qu'on voulait faire. Et quand on leur a parlé de revêtir la tour de métal, en l'occurrence d'aluminium, il y a eu un rejet et finalement... Ça lui donnera un coup de modernité. Mais elle a été faite comme ça et la modernité existe réellement. Et aujourd'hui, le chantier est terminé quand même depuis décembre 2015. Donc on a des vrais constats. Le premier, c'est que les habitants témoignent d'un confort d'hiver, économie d'énergie de 50% sur le chauffage, témoignent d'un confort d'été. Les canicules, ils ne les voient pas trop passer, ils ne les sentent pas, alors qu'avant, c'était la fournaise, parce que le béton, il chauffe à 60 degrés, et puis ça se restitue la nuit. Voilà. Et donc, cette construction en béton, revêtue d'un mur manteau, et finalement de ce bardage en aluminium, a permis de résoudre les problèmes confort d'été, confort d'hiver. Mais pas que, puisque on a évidemment changé les fenêtres, on a changé la ventilation, et outre les économies engendrées et le confort obtenu, ce qui est important de souligner, c'est la valorisation patrimoniale. Et bien sûr. Les habitants ont investi en moyenne 330 € du mètre carré. Les transactions signées par notaire, devant notaire, qui se sont faites après, dans les semaines qui ont suivi l'achèvement du chantier, ont montré pour certains appartements un gain de plus de 1 000 € du mètre carré. Ça a été un avantage pour tous. C'est un avantage pour tous. Ça ne résout pas tout parce que ça n'amène pas de l'argent frais. Non. Il faut quand même... mais ça fait faire des économies. Voilà. Mais vous connaissez un meilleur placement que celui-là? Effectivement. Alors, c'est une question que j'ai envie de vous poser, Didier Mignery. Vous, la valorisation du patrimoine, c'est quelque chose qui vous passionne, je suppose. Forcément, quand on travaille sur la surélévation, l'intérêt, c'est aussi de créer de nouveaux mètres carrés, donc avec une valorisation immobilière qui est aujourd'hui assez importante, et pour les copropriétés notamment, c'est un moyen pour eux de faire du financement. On a notamment plusieurs projets en cours, notamment un à Lyon qu'on a avancé, on va dire qui est le plus avancé de tous, où en fait on a réussi à développer un projet d'un peu plus de 850 mètres carrés en surélévation, qui va amener une manne financière d'un peu plus de 650 000 €, qui va permettre de financer 450 000 € de travaux. C'est-à-dire que là où effectivement auparavant les copropriétaires avaient l'obligation d'investir pour financer leurs propres travaux, là
ils vendent leur toit avec le projet qu'ils ont validé de surélévation et ainsi ils récupèrent de l'argent pour financer leurs propres travaux, c'est-à-dire effectivement, comme l'a dit François, l'isolation des façades, le changement des menuiseries, la réhabilitation, le changement de la VMC, tout un tas d'outils qui permettent aujourd'hui de faire une ville plus vertueuse, moins consommatrice et surtout d'adapter le bâtiment existant à son usage de demain, c'est-à-dire à cette espèce de frugalité qui va être nécessaire, c'est-à-dire de ne pas dépenser, de faire cette transition énergétique ultra obligatoire. Oui, parce que ça permet de diminuer l'empreinte carbone, évidemment. Oui, bien sûr. Et d'apporter des nouveaux conforts. Par exemple, ça peut être l'occasion de créer un ascenseur qui n'existait pas. Enfin, quand techniquement c'est possible. Donc voilà, on peut amener beaucoup de valeur ajoutée. Alors, pour finir justement cette table ronde, je vais vous donner peut-être une question qui s'adresse peut-être à tous les deux. Quels sont finalement les enjeux les plus importants pour vous, pour la ville de demain? Si vous deviez nous en donner 2 ou 3, on va peut-être vous demander à vous, François. Je l'ai dit un peu au début, c'est d'éviter d'aller construire dans les champs. Oui. Donc, densité. C'est requalification architecturale. Et je ne dis pas rénovation énergétique, je dis requalification architecturale, parce que c'est redonner du plaisir d'habiter, de la fierté d'habiter son immeuble. Et du sens à l'urbanisme aussi. Et puis on peut, surtout le mot d'espoir, c'est qu'il n'y a pas d'immeuble qu'on ne puisse pas remettre au goût du jour. Oui. Et donc quand vous prenez un immeuble qui est aujourd'hui triste mine, et que vous le faites repartir pour 50 ans, 70 ans, et qui a les mêmes performances que les immeubles neufs, c'est quand même un très bel espoir. Et vous, alors, Didier ? Bon, naturellement, moi j'ai tout le temps les yeux en l'air, donc je suis sur ce nouvel horizon qui est assez dingue d'être, on va dire, de regarder les toits. Pour moi, c'est vraiment un territoire d'avenir dans le sens où c'est un moyen d'aller au plus près, on va dire, des nouveaux usages de la ville. On ne parle pas encore de mobilité, mais bientôt il va y avoir tout un tas de choses qui vont se passer par les airs. Donc, il y a plein de choses qui vont arriver. L'enjeu principal pour moi, c'est vraiment d'adapter les bâtiments existants à ces nouveaux usages, de faire cette transition et de travailler sur aussi la construction modulaire. Aujourd'hui, donc à Batimat, c'est la grande vogue du modulaire hors site. On en a beaucoup parlé, on va dire mardi, notamment après-midi, avec toutes les conférences là-dessus. Cette notion, on va dire, de surélévation, elle va pouvoir être acceptée par les gens qui habitent les villes que parce qu'on va développer une manière de construire qui va être économe bien sûr, mais surtout qui va limiter les nuisances. Et ça, c'est chantier propre, travailler avec des matériaux biosourcés, travailler avec, on va dire aussi les filières professionnelles. Aujourd'hui, alors les filières, le béton, le bois, l'acier, sont tous en train de travailler sur des nouvelles façons de faire. Et cette notion de construction hors site, c'est-à-dire être capable de déplacer le chantier en atelier et être capable d'amener, on va dire, des éléments modulaires qui permettent en quelques semaines d'adresser ce nouveau marché de la surélévation et de la valorisation immobilière. Il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui et toutes les filières doivent s'y mettre et elles font énormément de travail là-dessus. D'ailleurs, il y a une place importante sur Batimat cette année, justement sur le hors-site et sur l'importance de... je pense que ça va totalement révolutionner en tout cas la ville de demain. C'est une obligation. Merci à vous, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci. François Pellegrin, architecte urbaniste, et Didier Mennery, architecte et CEO de l'entreprise Upfactor. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. Merci. Batimat, le salon professionnel de la construction, du 4 au 8 novembre 2019, en direct du parc des expositions à Paris-Nord Villepinte et en partenariat avec Baye Béton et Wastebox.